Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Il quitta le moulin en compagnie de son chat et s'assit sur une borne au bord du chemin. Baissant tristement la tête, il se lamenta sur son malheureux sort. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître, vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Étonné d'entendre ainsi parler son chat, le jeune homme leva la tête et le regarda. « Que pourrais-tu faire pour moi, pauvre petite bête ?» lui dit-il avec pitié. « Donnez-moi un sac, et faites-moi faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, dit le chat. Et pour le reste, rapportez-vous-en à moi. » Dans l'extrémité à laquelle il était réduit, le garçon ne risquait rien à suivre ce conseil. Et puis, une bête qui parlait si sagement ne pouvait être un animal ordinaire. Aussi, quoique le maître du chat ne fît pas grand fond sur ce que celui-ci avançait, il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Il faut dire qu'il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il résolut de se fier à lui. Le lendemain, le chat avait son sac et ses bottes. Lorsqu'il se fut bravement botté, il mit le sac à son cou, en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit du son et du trèfle dans son sac et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. Impressionné par l'allure fière de ce chat et la manière assurée dont il faisait résonner ses bottes sur les dalles de pierre, le chambellan le fit monter à l'appartement de sa majesté. Le chat entra et fit une grande révérence au roi. « Qu'est cela ?» demanda le roi en fronçant les sourcils. « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui plut de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. » Le roi aimait la bonne chair, et il était très friand de gibier. Aussi fut-ce avec un sourire qu'il répondit au chat. « Dis à ton maître que je le remercie, et qu'il me fait grand plaisir. » À quelques jours de là, le chat s'alla cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert. Et lorsque 2 perdrix furent entrés, il tira les cordons et les prit toutes 2. Le chat se rendit au palais pour la 2e fois. Le chambellan l'avait reconnu et le fit monter sans attendre à l'appartement du roi. Le chat entra et fit une grande révérence au roi. « Que m'apportes-tu encore ?» demanda le roi avec curiosité. « Voilà, sire, 2 perdrix que monsieur le marquis de Carabas, mon maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je lui sais gré de son présent. » Puis le roi ordonna qu'on lui offrit à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Chaque fois il était mieux reçu, jusqu'au moment où le roi lui fit part de son désir de rencontrer son maître afin de le mieux remercier pour sa générosité. « Mon maître sera certainement très honoré, » dit le chat en faisant un grand salut. En quittant le palais ce matin-là, il prit soin de parler avec le chambellan, et par cet homme, il apprit que le roi devait aller à quelques jours de là à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Le chat revint auprès de son maître et lui dit « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Le jour que je vous dirai, vous n'aurez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai,
et ensuite me laisser faire. Le jour venu, le marquis de Carabas, qui avait une confiance grandissante dans les qualités d'intelligence du chat, fit ce que celui-ci lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que, dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi fit au marquis 1000 démonstrations d'amitié et, comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants. Il rencontra des paysans qui fauchaient un pré et leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas de demander aux paysans à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis qui n'était pas dépourvu d'esprit d'à propos, c'est un prix qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le propriétaire était un ogre, le plus riche qu'on eût jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui avait eu soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. On apporta des rafraîchissements. L'ogre voulut à tout prix, après cela, faire visiter au chat l'ensemble du château. Ce n'était qu'une suite de salles plus somptueuses les unes que les autres. Mais le temps pressait et le chat, qui était venu pour une certaine affaire, craignait de ne la pouvoir régler avant le moment voulu. Aussi, quand ils furent en un salon tout rendu d'or et de soie, le chat manifesta le désir de s'asseoir un instant, et il engagea la conversation de la façon suivante. « On m'a assuré, dit-il, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion ou en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit, et avoua qu'il avait eu bien peur. L'ogre se mit à rire d'un rire formidable, et le chat ne put s'empêcher de frissonner de nouveau. « On m'assura encore, dit-il rapidement, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela pour tout à fait impossible. »« Impossible » reprit l'ogre, « vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans.
Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui franchissait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi : « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment ? Monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Si le marquis était surpris, il eut la sagesse de ne le point montrer. Il donna gracieusement la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce jour même, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. De somptueuses pièces de gibier, parées comme pour un repas de fête, attendaient les convives. D'énormes quartiers de viande fumaient dans les plats vermeils. Des poissons étaient allongés sur des plateaux d'argent massif. Des sauces parfumées répandaient leur arôme dans la salle. Des hanapes d'argent étaient remplies des meilleurs vins. Les couverts étaient de vermeil, les assiettes et les plats d'or et d'argent massif. L'ensemble représentait une richesse incalculable. Les serviteurs, qui n'étaient point fâchés d'être débarrassés d'un maître qu'ils redoutaient, s'empressèrent de les servir. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et, dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat demeura auprès de son maître, qui lui prouva sa reconnaissance de 1000 façons. Il eut ses appartements particuliers dans le château, devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir.